Je vais partir de la définition la plus célèbre de la santé, en tout cas actuellement, qui est celle qui est donnée par l'OMS dans sa constitution de 1946. Et l'OMS définit la santé de la façon suivante. Donc la santé est un état complet de bien-être physique, mental, social, et elle ne consiste pas seulement en l'absence d'infirmité ou de maladie. Donc on a une définition de la santé qui se veut positive, la santé n'est pas définie par négation, par privation. La santé, c'est pas simplement l'absence d'infirmité, c'est pas simplement l'absence de maladie, c'est un état positif de bien-être. Donc la santé est définie comme un bien. Je dirais que la santé est même plus qu'un bien. Je vais tenter un mot qu'on emploie notamment en philosophie, c'est une valeur. C'est même peut-être la valeur de toutes les valeurs. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a un philosophe très célèbre qui est Nietzsche, et qui au XIXe siècle dit au sujet de la vie, de la puissance de vie, donc ça concerne aussi la vitalité et la santé en tant que puissance vitale, il dit au sujet de la vie que c'est la valeur de toutes les valeurs. Pourquoi? Parce qu'elle conditionne toutes les autres. C'est parce que je suis vivant, c'est parce que je suis vivante, que je donne de la valeur aux choses que j'éprouve, que j'identifie, que je connais, que je rencontre dans ma vie. Et donc, si vous voulez, il y a un absolu qui précède toutes les valeurs que je peux donner aux choses que je vais rencontrer dans ma vie, qui est cette vie, cette puissance de vie qui m'est donnée. Et à ce titre-là, d'une certaine façon, elle n'a pas de prix, elle est inestimable. Donc la santé, c'est un bien, c'est une valeur, c'est peut-être la valeur de toutes les autres valeurs. C'est un bien, on le sait, qui conditionne la jouissance de tous les autres, puisque c'est difficile de profiter des biens de l'existence quand on n'est pas en bonne santé, évidemment. Mais c'est un bien paradoxal, ça a été noté à de nombreuses reprises dans l'histoire de la pensée. Pourquoi? Parce que, j'ai tenté ce paradoxe, qui n'est pas le mien, la santé, on en jouit et on n'en jouit pas. On va dire, c'est étonnant, parce que quand on jouit d'une bonne santé, on est en bonne santé. Eh bien, quand on jouit d'une bonne santé, quand on est en bonne santé, généralement, on n'a pas conscience du bien qui est le nôtre. On prend conscience souvent rétrospectivement du bien qu'est la santé quand on la perd, quand on éprouve une pathologie, quand on éprouve une souffrance, une maladie, une douleur. Et là, on se rend compte du bien qui était le nôtre quand on jouissait d'une bonne santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aboutit à un autre paradoxe, qui est que la santé est moins facilement définie que la maladie. La maladie, on la définit facilement comme une dysfonction, un dysfonctionnement. La santé, c'est un peu plus compliqué. Donc la santé est un bien, c'est une valeur, c'est peut-être la valeur de toutes les autres valeurs, c'est peut-être un bien qui conditionne tous les autres, et en même temps c'est un bien paradoxal dont on jouit à la fois dont on ne jouit pas. Il y a d'autres paradoxes au sujet de la santé, c'est que quand on pense à la santé, quand on pense à la maladie, on est tenté, vous allez peut-être me contredire, vous me le direz tout à l'heure, quand vous aurez voix au chapitre, tout de suite après que j'ai parlé, vous pourrez me dire si vous n'êtes pas d'accord, on a tendance à la penser de façon métabolique, de façon organique. Et on oublie que la définition de la santé et de la maladie sont aussi culturelles. Il y a une conception culturelle de la santé ou de la maladie. La vision qu'on a de la santé actuellement, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, elle est un peu marketing. On a une vision d'un individu en bonne santé comme étant un individu qui a du tonus, qui a du dynamisme, qui est capable de performance. C'est lié à notre société productive, à l'idée de rendement, de rentabilité, de capacité d'effort, etc. Donc on a une image de la santé qui est indexée quand même sur certaines valeurs culturelles. Et puis, un autre signe que nous avons une vision culturelle de la santé, c'est que nous la concevons souvent comme étant individuelle. C'est un individu qui est en bonne ou en mauvaise santé. Et la santé ou la maladie, c'est un état d'un individu. Mais toutes les autres cultures, les civilisations qui ont précédé n'ont pas pensé les choses comme ça. Ils ont plutôt pensé la santé comme une relation à un environnement, alors que cet environnement soit familial, social, culturel, communautaire, voire cosmique. Je vous prends deux exemples qui sont parmi les plus célèbres. Quand on se plonge dans la pensée de l'Antiquité, il y a un auteur qui est très célèbre, qui est Marc Aurèle, qui était un empereur romain et qui était aussi un grand penseur stoïcien. Et Marc Aurèle, dans ses pensées pour soi-même, dans un passage célèbre, dit la chose suivante: « Ma maladie fait partie de la santé du monde. » Voilà, je vous laisse 2 heures pour réfléchir. Ma maladie fait partie de la santé du monde. Et il dit même la chose suivante: de même que le dieu de la médecine Esculape prescrit un remède à quelqu'un, de même le monde parfois prescrit ma maladie. On se
dit, attendez, je ne comprends pas. La santé du monde, c'est ma maladie et c'est une prescription. Ce que dit Marc Aurèle, c'est que dans un monde, dans un univers qui est cosmique, harmonieux, dans une totalité, si vous voulez, tous les points de cet univers ne sont pas l'optimum. L'optimum, il est général. Ça implique qu'il existe des points dans l'univers, qui soient des points de douleur, des points de souffrance, des points de déréliction, des points de pathologie, etc., de déficience. Mais ça ne remet pas en cause la santé du monde. Et donc, la vision que je dois avoir de ma maladie, elle est en relation à ce que je comprends de l'harmonie ou de la santé du monde. Je prends un autre exemple plus près de nous, dans un contexte chrétien. Il y a un célèbre auteur du XVIIe siècle qui est Blaise Pascal, qui écrit une prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Vous allez me dire, pareil aussi, on peut bien user de sa maladie, alors qu'est-ce que ça signifie? Pascal dit la chose suivante, la maladie, c'est quelque chose qui est à embrasser. Pardon, monsieur? Ah, c'est Blaise Pascal. Blaise Pascal, le célèbre mathématicien et philosophe du XVIIe. Le silence de ces espaces infinis, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Voilà, c'est lui. L'homme est un roseau pensant, et voilà. Donc c'est le même auteur. Et pourquoi est-ce que Pascal dit ça? Parce que pour lui, la maladie, c'est un état, une occasion qui est à embrasser. Je ne dis pas que c'est une grâce faite par Dieu, mais presque d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que quand on est en bonne santé, souvent on néglige les vertus chrétiennes, et la maladie permet, comme un désaveu vis-à-vis du monde, de se détacher des vanités de l'existence pour retourner, si vous voulez, à Dieu. Alors il y a une phrase célèbre de Pascal, peut-être que vous la connaissez, je vous la cite. Et puisque la corruption de ma nature est... Oui, il est dans l'idée du péché originelle, Pascal. Et puisque la corruption de ma nature est telle qu'elle m'a rendu vos grâces pernicieuses, faites, ô mon Dieu, que votre grâce toute puissante me rende vos châtiments, je ne sais plus si c'est profitable, je crois que c'est profitable, me rende vos châtiments profitables. Donc vous voyez, on est dans cette idée-là, à la fois dans un contexte antique et puis dans un contexte chrétien. Ma maladie, elle est en référence à quelque chose de plus grand que moi. Alors évidemment, on peut trouver que c'est un peu désuet, mais je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait une idée désuète. Il y a un autre auteur plus récent qui me vient en tête, qui est Krishnamurti, Jules dit Krishnamurti, qui disait la chose suivante, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à un monde malade. Alors, du coup, c'est pas moi, il faut applaudir, c'est pas moi. Remarquez, on venait de parler de Pascal, c'est Pascal, il avait dit quelque chose peu ou prou qui s'en rapproche, il avait dit, est-ce que c'est raisonnable d'être raisonnable dans un monde de fous? Parce qu'il ne faut pas faire comme tout le monde aussi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la santé est relation, elle est relation à un environnement familial, social, culturel, professionnel, un environnement naturel, des ressources naturelles, pourrait-on dire. Donc, elle n'est pas simplement un état d'un individu, si vous voulez. C'est pour ça que la conclusion qu'on peut en tirer, et qui est à mon avis l'esprit de cette soirée qui a animé les organisateurs en décidant de sa conception, c'est que toute approche de la santé se doit d'être holistique. C'est vraiment le sens de cette soirée. Et justement, parmi les thématiques qui étaient prévues, il y a l'idée du citoyen, de la citoyenne, acteur ou actrice de sa santé. Et ça renvoie, comment dirais-je, à un questionnement fondamental. Est-ce que finalement, quand on est malade, on est un patient, une patiente? Avec le modèle de la passivité, on se remet à une institution de soins qui représente une autorité, un jugement, un savoir, un ensemble de sachants auxquels on délègue un pouvoir sur notre corps, etc., parce qu'on leur reconnaît une expertise. Ou bien est-ce que je suis un agent de ma vie plus ou moins empêché par ma maladie? Ce sont deux modèles différents. Un agent qui a recours à une institution de soins et qui est impliqué dans la prise de décision et de la conscience des traitements qui lui sont impliqués. Ça renvoie aussi à une réflexion célèbre de Jean-Paul Sartre, qu'on trouve dans un ouvrage qui s'appelle « Cahiers pour une morale », qui est un livre de 1947, où Sartre dit la chose suivante, on n'est jamais diminué par une maladie. Alors pareil, vous allez me dire, il est sympathique le philosophe, il est sympa. On n'est jamais diminué par une maladie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire, évidemment, on peut être souffreteux, on peut être diminué dans nos capacités d'action, de notre force vitale par la maladie, mais on n'est jamais, tant qu'on peut faire des choix dans l'existence, prendre position par rapport à sa maladie,
à un traitement, au sens de cet événement dans notre vie, on n'est pas diminué dans nos capacités d'existence et dans notre liberté d'exister. C'est un modèle tout à fait différent, si vous voyez, de la maladie comme diminution de l'individu. Alors, parmi les thématiques, il y a quelque chose qui concerne la santé, qui est évidemment le prix de la santé. Parce que je dis, la santé c'est un bien qui n'a pas de prix, mais dans l'organisation de la santé, il y a le coût de la santé, et on sait très bien que la santé ça coûte cher, ça coûte parfois très cher, d'autant que la santé est un marché, je ne dis pas que c'est légitime, et la maladie aussi est un marché. Et c'est même un marché qui peut rapporter gros. Alors je vais mettre un peu les pieds dans le plat, je suis désolé, mais je vais dire des choses que nous savons tous. Il y a quelque chose d'assez étrange, d'assez ambivalent, parce que quand on regarde, comment dirais-je, certaines grandes firmes, elles financent, je dirais, des produits chimiques qui servent à l'agroalimentaire, à l'agrochimie, aux produits phytosanitaires d'un côté, et elles financent, j'allais dire en bout de chaîne, mais de l'autre côté, certains traitements chimiques, notamment en oncologie, qui servent à traiter des maladies dont on suspecte parfois que les traitements phytosanitaires en sont, pour une part, l'origine. Alors évidemment, il y a quelque chose de tout à fait ambivalent, puisque le marché, d'une certaine façon, est unifié. Alors je pense notamment à Syngenta Group, qui est le numéro 1 mondial des pesticides. Je pense à Bayer, qui a un partenariat avec Résilience pour des traitements oncologiques, pour des maladies cardiovasculaires. Tout ça m'amène forcément à un autre thème de cette soirée, qui est le thème de l'environnement. Alors je le disais, la maladie, elle est relationnelle, elle est en relation à un environnement familial, social, professionnel, culturel. J'allais presque dire, la question qu'on peut se poser, en général pour nous, indépendamment de notre état de santé, mais ça implique notre état de santé, c'est de quoi se nourrit-on ? De quoi se nourrit-on ? Alors pensez aux nourritures purement alimentaires, physiques, biologiques, etc. Mais il y a aussi les pensées, il y a aussi toutes les choses qui nous nourrissent au quotidien. Et quand on vit dans une culture, dans une société dont les valeurs, dont les injonctions, dont l'organisation du travail est pathogène ou implique certaines souffrances, il n'est pas étonnant de considérer qu'il y a certaines maladies qui sont propres à cette société. Donc, il y a la question de l'alimentation physique et il y a la question de l'alimentation psychique. Et pour ce qui concerne l'environnement, au sens, je dirais, vraiment de caractère environnemental, on sait tous aussi que parmi les choses qu'on consomme, que ce soit, j'ai parlé tout à l'heure des pesticides, des céréales, des plantes, du bétail ou d'autres types d'aliments, on sait très bien qu'ils sont souvent maintenus en conditions, entre guillemets, de santé ou de viabilité pour être mis sur le marché par des traitements, parfois des traitements médicamenteux. Et donc, d'une certaine façon, l'être humain, il peut se nourrir de choses à la fois qui le rendent malade ou de choses qui sont déjà malades. Donc, il y a vraiment un paradoxe de l'être humain dans son organisation sociale, dans son mode d'alimentation, alimentation environnementale, je dirais, au sens strict du terme, et alimentation de façon plus large, de quoi est-ce que je me nourris, de quelles relations sociales, de quelles pensées, de quels enjeux qui nourrissent ma vie de façon plus large. Alors, il y a d'autres thématiques dans cette soirée. Il y a la question, outre les acteurs, outre la question de l'environnement, il y a la question de l'organisation de la santé et de la situation des soignants. Alors moi, je ne suis pas un acteur de terrain dans le domaine du soin, mais j'ai discuté souvent avec des acteurs de terrain que j'ai la chance de connaître à titre personnel. Et là aussi, il y a d'autres paradoxes, parce que dans l'organisation des soins, des traitements, dans l'organisation du travail, du rythme du travail et de la prise en charge des patients, les acteurs du soin ont parfois l'impression, dans les institutions, qui sont pourtant dévolues à la prise en charge des malades, les soignants ont parfois l'impression que cette organisation les met en souffrance. Et donc on a des personnes qui sont censées apporter du soin et qui elles-mêmes se retrouvent dans des conditions, je ne veux pas dire forcément pathogènes, mais qui les mettent, si vous voulez, en souffrance. Et ce paradoxe, alors il y a quelque chose de tout à fait emblématique, je prends un exemple vraiment qui a défrayé la chronique ces 15 dernières années, qui est le cas des EHPAD.
Alors, parmi les nombreux témoignages de personnes qui agissent en EHPAD pour la prise en charge des résidents, il y a des témoignages, par exemple, qui disent que dans le rythme du travail, dans l'organisation du travail, alors que les personnes sont dévouées, que les personnes, comment dirais-je, se sont engagées parce qu'elles ont des valeurs, parce qu'elles veulent améliorer le sort des résidents et qu'elles partent d'intentions qui sont tout à fait nobles. Parfois, dans des EHPAD privés qui ont été épinglés, je ne sais pas si les institutions publiques en sont toutes immunes, parfois ces acteurs du soin ont l'impression de faire une prestation contradictoire. Parce qu'avec le peu de temps qui est dévolu à leur tâche, parfois ils ont l'impression un peu, je ne dis pas de rudoyer les résidents, mais d'avoir très peu de temps à leur consacrer. Et donc pour délivrer les soins, ils ont l'impression d'être en porte-à-faux par rapport au sens de leur mission. Donc, vous voyez, il y a de nombreux paradoxes de la santé, à la fois de la santé elle-même, puisqu'elle a une définition tout à fait paradoxale. Je dis c'est un bien dont on jouit et dont on ne jouit pas. Mais il y a d'autres paradoxes de la santé qu'on vient de voir ensemble, c'est-à-dire c'est une relation à l'environnement, mais en même temps parfois je me nourris d'un environnement qui me rend malade. C'est, comment dirais-je, quelque chose qui fait que parfois je suis un patient, mais en même temps je dois rester un agent, un acteur de ma vie, une actrice de ma vie. C'est quelque chose qui nécessite une organisation du travail pour qu'il y ait des soignants, mais ces soignants parfois sont en souffrance. Et donc on aboutit à une somme de paradoxes qui font la situation peut-être des institutions de santé contemporaines. Il y a un autre thème important de la soirée qui est l'éthique. Alors j'ai pas le temps de me lancer dedans, et puis je suis pas un spécialiste de l'éthique médicale au sens strict, mais il y a un phénomène tout à fait nouveau dans l'éthique médicale qui est évidemment l'introduction et la massification des nouvelles technologies, avec la question des thérapies géniques, par exemple, avec la question aussi de la massification de l'intelligence artificielle dans le diagnostic. Alors certains s'en réjouissent parce que disent qu'effectivement il y a une capacité de détection, de précision qui va au-delà effectivement du regard humain, et d'autres y voient la source peut-être d'un surdiagnostic qui va entraîner un emballement de la médication ou du traitement. Donc on est dans ce type de polémique. Et puis il y a des courants nouveaux sur le plan intellectuel et idéologique qui n'existaient pas auparavant. C'est le propre de l'avancée technologique de générer des nouveaux courants de pensée, et notamment le courant du transhumanisme. Alors le transhumanisme, par exemple, considère que le vieillissement lui-même est une pathologie. Alors l'un des grands arguments du transhumanisme, c'est de dire que pourquoi est-ce qu'on considère toutes les conséquences négatives du vieillissement, comme les déficiences, l'impotence, les dégénérescences, comme un mal, et qu'on ne considère pas la cause comme un mal, qui est le vieillissement. Alors c'est un argumentaire qui est plus ou moins recevable, mais il a pour but de déboucher sur un droit de l'individu à être, d'une certaine façon, le cobaye de lui-même, pour tester sur lui des produits de nouvelle génération sur la régénération cellulaire, au motif que l'individu a droit d'optimiser sa santé, de tester de nouveaux traitements avec un libre consentement. Alors d'un point de vue éthique, évidemment, ça pose un problème, puisqu'il y a un argumentaire, il y a un raisonnement de causalité, il y a une prétention de liberté individuelle, et il y a un appel à la liberté éthique. Donc il y a de nouveaux questionnements qui arrivent, si vous voulez, qui n'étaient pas présents forcément dans les décennies précédentes. Alors je dirais comme conclusion provisoire de cette introduction que, au-delà de tous les paradoxes que j'ai énoncés, si on prend un peu plus de champ, l'être humain il a toujours été dans une situation tout à fait étonnante par rapport à la santé. Évidemment, ce n'est pas le seul être qui tombe malade dans la nature. Hein. Les bactéries, les parasites, ils existent bien avant l'être humain et indépendamment de l'être humain. Mais le propre de l'être humain, c'est que c'est un être qui se rend malade. Il se rend malade par son régime alimentaire, par son mode de vie, par son organisation productive, par son organisation sociale, par son mode de production, par ses normes, ses valeurs, ses injonctions, ses censures, ses inhibitions. Il se crée des névroses, etc. Ça n'existe pas dans la nature. Un être qui se rend malade, à ce point, ça n'existe pas. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été données par les philosophes au cours de l'histoire sur l'origine de cette situation tout à fait étonnante de l'être humain. Je vous en énonce quelques-unes comme ça en passant. L'une des hypothèses, c'est le dérèglement. L'homme est un être déréglé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la règle de l'instinct. L'instinct n'a pas à réfléchir sur son régime alimentaire. Hein. L'animal, il n'a pas
Il n'a pas à se poser des questions sur son régime de vie, si vous voulez. Or, l'être humain, ça c'est une réflexion qui remonte notamment à Montaigne, à Rousseau, c'est entre guillemets un animal dénaturé au sens où il peut perdre la boussole de son instinct ou de l'instinct et il est déréglé. Il y a évidemment une autre piste que j'ai énoncée tout à l'heure sur l'origine des maladies que l'être humain se crée lui-même. J'ai parlé des censures, des injonctions, des inhibitions, etc. Des névroses, c'est la culpabilité, ce sont les normes morales. Et donc là, on peut aller voir du côté de penseurs comme Nietzsche, comme Freud, qui ont beaucoup insisté sur la dimension inconsciente de la vie humaine et la capacité de censure de l'être humain vis-à-vis de lui-même et des effets de cette censure. Et puis, il y a tout un autre pan, comment dirais-je, de la vie humaine qui explique que le fait que l'être humain, il se génère des maladies, et ce sont toutes les choses que j'ai aussi énoncées tout à l'heure, l'organisation du travail. On parle beaucoup de maladies de civilisation en ce moment. On parle beaucoup d'une augmentation des burn-out dans le monde professionnel, de l'épuisement au travail, de l'épuisement psychique. On est frappé par le nombre de dépressions aussi dans le monde contemporain. Et donc l'être humain, c'est un être qui se rend malade. Et à ce titre-là, il est évident que l'être humain, pour lui, la santé, c'est un enjeu majeur. Et l'organisation de la santé, pour préserver cette santé, c'est un enjeu majeur. J'allais dire, pour clore cette conclusion provisoire, que peut-être dans l'approche de la santé et de la maladie, il convient de ne pas perdre l'idée que j'ai énoncée tout à l'heure, à savoir que la santé ou la maladie, elle est toujours relationnelle. Même si elle frappe un individu et qu'on a tendance à la penser comme un état d'un individu, en fait, elle est toujours en relation à un environnement, quelque chose de plus grand que nous-mêmes, qui nous nourrit positivement ou qui nous nourrit négativement ou qui ne nous nourrit pas, qui nous assèche, qui nous dessèche, etc., qui nous épuise. Et donc la santé ou la maladie, elles sont forcément relatives à un enjeu qui est l'enjeu de l'accomplissement de l'être humain. La question du bonheur, la question du sens, le sens de notre propre existence ou le sens d'un métier, d'une tâche qu'on fait, etc. Et donc, je terminerai par une phrase, je pense que vous l'avez sans doute déjà tous et toutes entendue une fois dans votre vie, à mon avis, parce qu'elle est très célèbre. C'est une phrase qui résume bien cet enjeu très ouvert de la santé, qui ne se résume pas simplement à un fait organique, métabolique, qui relève de professionnels, qui ont toute légitimité par ailleurs, ou qui relève simplement d'un aspect institutionnel. La santé ou la maladie, c'est un enjeu qui renvoie pour chacun, pour chacune, à un enjeu d'existence, forcément d'accomplissement, de bonheur personnel. C'est la phrase de Voltaire, je vous la cite, vous l'avez sans doute déjà entendu, « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. » Il y a cette idée-là que de toute façon la santé, on ne peut pas la réduire simplement soit à une expertise, soit, je dirais, à quelque chose de purement professionnel ou quelque chose qui est une institution à qui on va déléguer le souci ou le soin de notre propre santé. Donc merci à vous pour cette introduction. Puis j'ai hâte de participer aux ateliers aussi pour vous faire un retour tout à l'heure. Merci à vous.